Comment que ça va? Ça va bien. J'ai aucune idée de est-ce que si vous m'entendez, en fait, j'en sais rien. Je vais peut-être devoir me sous-titrer, ou je sais pas. Comme tout ce genre d'événement, il y a énormément de bruit, mais il y a énormément de monde, il faut dire. Alors là, on est à Trolls et Légendes. Trolls et Légendes, c'était pas prévu que j'y aille, voilà. Mais maintenant que le secret va être éventé, je vous le dis, j'ai rencontré Froideval, j'ai préparé une interview avec lui, on a bien sympathisé. Et puis entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où Trolls et Légendes a eu lieu, la vidéo est pas sortie et il m'a invité à venir avec lui. Voilà. Donc difficile de vous dire que je suis pas avec Froideval tout de suite. Et que du coup j'ai rencontré, que du coup il y a une interview qui va venir, mais ce sera pas tout de suite, donc soyez patients. Comment se passe votre salon, monsieur? Très bien, c'est super, il y a du monde, on est content. Alors, Trolls et Légendes, c'est quoi? Trolls et Légendes, c'est une très 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 grosse convention qui, entre autres, réunit tout ce qui concerne la fantasy, allant de la BD à la littérature, au jeu. Et il y a différents pôles. Là, je suis actuellement dans le pôle littérature, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère. Même si j'ai eu le plaisir immense de rencontrer Pierre Grimbert hier, voilà. Et puis plein de gens super sympas là. C'est beau, il y a des elfes noirs. Je vais me méfier peut-être un petit peu. Donc c'était une belle rencontre avec Pierre Grimbert. Je le reverrai plus tard parce que là c'était juste pas possible de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Néanmoins j'ai eu des belles surprises, toujours grâce à François Froideval. Et notamment j'ai rencontré et interviewé Ian Livingstone. Voilà. Donc moi, Ancestral Geek, toute petite chaîne YouTube. Je me fais inviter par Froideval à Trolls et Légendes. Je suis considéré comme un invité et j'ai eu le plaisir ce matin d'interviewer Ian Livingstone. C'était incroyable, court mais incroyable. Et écoutez, moi je vous propose de vous le partager immédiatement et qu'on voie un petit peu ce que ça donne.
Hello, I'm Ian Livingstone. I'm a 50-year veteran of the games industry. I started a company called Games Workshop in 1975, launched Dungeons & Dragons and later Warhammer, Citadel Miniatures, White Dwarf magazine. And then I moved into writing interactive game books with my business partner Steve Jackson. We wrote The Warlock of Firetop Mountain that was released in 1982. The series went on to sell over 20 million copies. And I eventually sold out of Games Workshop in the 1990s and moved into video games and started a company called Eidos. And we launched Lara Croft, Tomb Raider, Hitman, Deus Ex, Championship Manager, and a whole huge range of blockbuster games that were successful all over the world. So my life has been a total game. And you know, you're never too young to start playing games, you're never too old to stop. And whilst I'm quite advanced in my age now, I'll never retire. We had no idea that Games Workshop or Fighting Fantasy or The Warlock of Firetop Mountain would be so successful. We were hobbyists, gamers ourselves, turning our passion of playing into a career. And when Warlock of Firetop Mountain was released in 1982, our publishers, Puffin Books, did not have high hopes for sales. And so it relied on the word of mouth spread through schools and people enjoying being the hero of a book. A branching narrative with a game system attached to it, giving the kids agency of control, like they were actually in these adventures. So we set the worlds of high fantasy, killing monsters, finding treasure, going in these fantastic journeys of the mind. But we had absolutely no idea they would be so successful. And as I said earlier, they went on to sell over 20 million copies. That's a very tough question. Do I prefer Games Workshop and Fighting Fantasy or my video games? Well, they're different. They're still in the area of games, and I think games apply to any medium. But I guess my heart belongs to the early days of Games Workshop and Fighting Fantasy in particular, because it's what we first started. We turned our hobby into this career, and Fighting Fantasy is still in print today. I'm still writing new books. My latest one, The Dungeon on Blood Island, came out last year. It'll be out in French language in 2026. And it's great meeting all the fans who grew up with those books and had such a big effect on them as children. So that's quite an emotional thing for me as well. So I think you have to say, whilst I've really enjoyed my career in video games and be successful with lots of titles, my emotion, my heart is really at the beginnings through Fighting Fantasy. I mean, Dungeons & Dragons has been around since 1974. We got involved in 1975, and it's incredible to see that role-playing games and Fighting Fantasy are still relevant today. In fact, the hobby is growing. I think people enjoy being with friends, sitting around a table, going through these fantastic journeys of the mind, killing monsters and finding treasure, and being something to do, something really heroic and adventurous in the comfort of their own living room. So you can see why it's successful today. And of course, there's been additional promotions through Critical Role, a group of actors who play Dungeons & Dragons, which is recorded and shown on YouTube. You've seen the influence of Stranger Things. You've seen all the big Hollywood films now that have gone into fantasy. So there's never been a better time to get into role-playing games and Fighting Fantasy game books. I mean, I'm so happy that Fighting Fantasy game books are still not only just selling a little bit, they're beginning to go up in sales, which is great, and more countries are signing them. So here's to Fighting Fantasy. I think I'm proud to have had an influence on people. I'm proud that people really love my work. I'm proud to being able to turn something I'm passionate about, playing games, into a lifelong career. And I'm proud of some of the joy we've brought to people over the years. I mean, I meet lots of people today who say because of Fighting Fantasy game books, it helped them through a dark time in their lives, it's encouraged them to become creative writers themselves or artists. So
I'm proud that I've had an influence on society in a way. Obviously, it's a very small influence on society, but it's played a part. And some of the games and the content we've released, I'm also very proud of, because some of them are really great games and great game books. What would I change in my career? I can't think of anything immediate. I mean, I think timing's always been an issue. Maybe we got out of Games Workshop a little early, maybe. Yeah, but I've got no regrets whatsoever. You know, I mean Steve Jackson and myself, have had an incredible time, and we're blessed to have had this opportunity to just play all day. Work and play is the same for me. So really, I don't really want to change anything. As if we would ever cheat in our own books. It was for radio, so we had to make up a few things as we went along. But that radio opportunity gave us the chance to take Final Fantasy to a large audience, because when the books were launched, when the Warlock of Firetop Mountain was launched, Puffin Books didn't know what to do with it, because they didn't know what an interactive book was, a branching narrative with a game system. It kind of didn't make sense. But the children knew, once they started playing it, that they became the hero. They made the choices and they became obsessed with these books. But being on radio, it gave us opportunity to give all the choices to the listeners who would phone in and answer and stuff. So we had to make it quick by cheating. But cheating is it's what a lot of people did, let's face it. I used to call it the 5-fingered bookmark. I'd see people on the train or on buses, and I knew what they were doing. They were making a choice, didn't like the answer, and went back again. But it's all a bit of fun. Yeah, for me, life has been a game. I've enjoyed every minute of it. Play is what helps define us as human beings. The social aspect, the emotional aspect, the joy of playing with pieces or making decisions in game books. It's a great pleasure. So never stop playing. You're never too young to start. You're never too old to stop. Just play. qui conviendra au plus grand nombre. Donc je dirais que celui du milieu, c'est quand même le plus agréable à écrire. En général, les lecteurs ont tendance à préférer le premier livre. C'est ça qui est chouette. Le premier...
Je sais que Yann, je l'ai pas. Yann, il est allé faire repos, non? Il va me faire. Comment ça se passe? C'est la fin là un peu? Génial. On est en pleine forme. Trop de bière. Pas assez de bière. Non mais c'est la balle perdue. Bon, après moi je suis pas un bon client pour les trucs d'artisanat parce que sinon je dépense tous mes sous, alors j'achète rien. Même s'il y a des trucs qui me font crever d'envie, hein, il y a des belles armures de cuir, des bracelets, des avant-bras, des chaussures, des bottes, des couvertures de grimoire, il y a tout ce qu'il faut pour me rendre dingue. C'est pour ça que j'y regarde à peine et que je passe vite fait comme ça. Puis comme j'ai plus droit à la bière, et ben je passe vite devant les bars à bière aussi parce que c'est interdit. Voilà. Au moins j'ai pu découvrir des jeux de rôle, parler avec des gens du domaine du jeu de rôle, et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'ai croisé un vieux copain, quelqu'un que j'avais invité à Nemesis grâce à David Petiot, coucou David, qui avait insisté à très juste titre pour inviter les auteurs de la gamme Archipel. Archipel, c'est un monde de campagne, de jeux de rôle, pour Donjons 3 à 5. En plein moment, vous savez, à l'époque où c'est qu'ils ont ouvert la licence des 20 systèmes pour que tout le monde puisse commencer à créer des suppléments, des mondes, etc. C'était le tout début de ça, en fait. Et effectivement, la gamme Archipel, a été rudement cool. Et on avait bien kiffé de jouer ça avec David Petiot. Du coup, il avait insisté pour qu'on invite les auteurs. Du coup, ils étaient venus parce qu'on était trop convaincants. Et du coup, on a rencontré à cette époque-là Éric Nieudant. Éric Nieudant qui est ici, aujourd'hui. Et heureusement pour moi, au bout de 22 ans, il se rappelle encore qui je suis. Et ça, ça m'arrange un peu, ça m'évite de me représenter à nouveau. C'est toujours un peu gênant qu'on dit « Ah, tu te rappelles de moi ?» et que le mec il fasse non. Monsieur, je cherche le dernier tome d'Archipel. Pour les nombreuses personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Éric Nieudant. Je suis auteur de jeux de rôle, en étant passé un peu par le jeu vidéo, la BD, le roman, mais je suis revenu à mes premières amours il y a quelques années déjà, et je suis à plein temps à écrire et à corriger et à éditer du jeu de rôle. Notamment pour The Merry Mushman, qui est un éditeur français de jeux de rôle old school en anglais. Oui, je me souviens surtout avoir pas beaucoup dormi, mais je me souviens avoir fait des trucs complètement ridicules comme demander à tous les joueurs de se lever pour organiser une scène de combat parce qu'on n'avait pas de figurines. On a des idées comme ça à 5h du matin pour finir une multitable, c'était chouette. Et il y avait des décors de folie quand on était arrivé, on avait été super contents de voir le canon. Chaque table avait un cocotier. Oui, c'était, on l'a dit, c'était une multitable Archipel qui était un univers Donjons et Dragons axé très pirate. Ah mais bien sûr. Sans parler des amis que je me suis fait, il y en a un ou deux qui traînent encore par ici. J'aurais pas rencontré l'associé avec qui je travaille Olivier Revenu, si on n'avait pas travaillé ensemble sur Archipel, et donc je ne serais pas là pour parler des Merry Mushman ou travailler tous les jours à écrire des choses sur des dragons et des elfes sans avoir de métier alimentaire. Donc c'était une très très chouette aventure. Et puis ça nous a permis de faire un univers pour Donjons et Dragons à une époque où si tu voulais faire ça, il fallait travailler pour Donjons et Dragons. Voilà l'Open Game License qui avait permis à tout un chacun de se servir des règles de Donjons et Dragons pour faire ce qu'il voulait, y compris des univers de pirates.
On peut toujours espérer. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition de Donjons et Dragons, on en parle avec certaines personnes. C'est pas forcément un projet que j'aimerais porter moi, en tout cas pas tout seul. Une adaptation, c'est facile. Une réactualisation, c'est plus compliqué. C'était pas sérieux déjà. Et puis ça prenait pas mal de choses à rebrousse-poil aussi. C'était un monde dans lequel les dragons n'étaient pas partout. Les dragons en fait avaient disparu, il ne restait que des formes avatardis qui servaient de monture à une guilde particulière. On avait on avait réécrit pas mal d'origines de peuples. Les elfes étaient des nomades mercenaires, jamais aimés par personne. Pour une raison oubliée par tout le monde, mais les joueurs, leurs personnages s'en rendaient compte, finissaient par l'apprendre. Apprendre que les elfes avaient trahi lors de la grande bataille contre les forces du mal il y a 3000 ans. Et on se faisait juste vraiment plaisir avec toutes les bonnes idées qu'on avait, parce que c'était un univers fragmenté aussi, d'îles flottantes, d'îles nomades qui tournaient les unes autour des autres de manière trop chaotique pour qu'on puisse en faire une carte. Et chaque île avait ses particularités. Je pense que l'inspiration nous était venue un peu de Rêve de Dragon, où chaque rêve pour les gens qui connaissent Rêve de Dragon, chaque rêve de dragon est un peu bizarre, parce que les dragons se réveillent, il y a des cataclysmes dans leurs rêves qui sont les univers dans lesquels on joue. Et pour nous, c'était ces îles qui étaient plus ou moins isolées pendant des siècles et des siècles, et qui avaient leur propre culture, leur propre particularité, qui pouvaient être parfois, et même souvent, un peu bizarroïdes et rigolotes à explorer. Parfois aussi terribles et horribles. Mais ça permettait de changer. Le lieu d'aventure était changé rapidement en sautant d'un bateau à l'autre, et d'avoir des ambiances complètement différentes. Voilà. J'oublie probablement des trucs, mais ça fait 25 ans. Donc, je crois qu'on était peut-être le premier, sinon le deuxième univers de création française, ce qui n'est pas forcément une référence. On n'a jamais comparé avec les univers en français qui avaient été traduits depuis chez des éditeurs américains. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fans, il y a encore des gens qui m'en parlent et qui aimeraient voir une version adaptée. Il faut que j'aille voir, surtout les jours où je suis fatigué, j'ai pas trop le moral et que je me dis que ce métier est trop dur, c'est pas le cas. Il y a des matins où on se réveille, on n'a pas envie d'écrire des histoires de dragons. Je pense que ça me remontera le moral dans les mauvais jours. Non, j'ai pas de regrets parce que on a fait du mieux qu'on pouvait à l'époque. Avec les compétences qu'on avait, on avait des auteurs de grands talents, des gens qui avaient travaillé avec Oriflamme depuis très très longtemps sur d'autres gammes, et des nouveaux. On a rencontré pas mal de gens qui avaient les mêmes références que nous et qui avaient grandi avec Donjons et Dragons de la même manière. Et là, je pense pas mal encore à Olivier Revenu, avec qui je travaille maintenant. La seule chose que je ferais différemment, c'est l'organisation de la campagne. On avait écrit une campagne en 6 épisodes qui sont assez monolithiques, sans forcément donner des pistes au MJ pour intégrer des choses au milieu d'une aventure ou des choses entre les aventures. C'était un peu série télé, pas forcément très axé sur ce que voulaient faire les joueurs, mais je pense que de nos jours, ce serait pas très compliqué à faire. On a les outils pour ça. Un bon maître de jeu saura le faire, ou une bonne maîtresse de jeu saura le faire, mais quand tu achètes un module de jeu de rôle, un produit de jeu de rôle, tu t'attends à ce que le travail soit fait pour toi. C'est un peu la raison pour laquelle tu ne les écris pas toi-même. Alors je travaille à 95% de mon temps pour les Merry Mushmen. J'ai fini d'écrire un scénario où il y a des dragons. On sort des modules un peu à l'ancienne, format A5 avec une couverture détachable. C'est dommage que je les ai pas là parce qu'on aurait pu. Bon, tu pourras peut-être les intégrer dans ton montage si tu en fais un. Ça m'a permis de me remettre à l'écriture vraiment un peu plus sérieusement qu'un scénario de 5 pages.
On vient de sortir le premier véritable numéro d'un fanzine pour Black Sword Hack, qui est un jeu qu'on a republié dans une deuxième édition, un jeu de Kobayashi, un auteur français, qui est notre seul produit qui a une version française, parce que les gens nous ont fait remarquer justement qu'on était 3 Français avec nos noms sur la couverture, Olivier pour la maquette, moi pour la partie éditoriale et Koba pour l'écriture, et que le jeu était en anglais, donc on a fait un effort, on a fait une sortie française. C'est un jeu qui marche très très bien et qu'on va continuer à supporter parce que c'est un jeu d'Heroic Fantasy OSR en 120 pages qui a tous les outils pour jouer. Il y a 3 scénarios, mais il y a aussi un guide de création du monde et de la façon dont le monde sera détruit par les forces de la loi ou du chaos, des deux, probablement des deux. Quoi d'autre? On a NOC 5 qui est notre magazine, le bouquin avec lequel on a commencé, le cinquième numéro. Un gros pavé de 212 pages. Je pense que sur YouTube, vous trouverez, si je parle de NOC, si je dis le mot NOC et si je le répète suffisamment, à mon avis, l'algorithme de YouTube vient de récupérer le mot-clé et vous allez vous retrouver avec des suggestions qui parlent de NOC. Il y a une version française qui va sortir bientôt chez Aquileos. Je ne sais pas si l'annonce a été faite, mais c'est un faux secret. Sandy Julien a fait la traduction, donc on sait que ce sera bien. La maquette est en finalisation. Voilà, et toujours plein d'autres idées. On a un autre jeu de Kobayashi qui nous a rendu il y a plus d'1 an, qu'il faut qu'on trouve le temps de commenter, de corriger, de développer. Voilà, et la version anglaise de Donjons et compagnie de Benoît Felten, qui est un jeu auquel j'avais collaboré, qui est basé sur un système à moi, Macchiato Monsters, ce qui m'a permis de remettre un peu le nez dans la mécanique, ce qui est intéressant. Ça me donne des idées pour une deuxième édition. C'est pas encore un projet officiel, mais ça arrivera tôt ou tard. Voilà, je crois. Probablement Macchiato Monsters parce que c'est celui que je connais le mieux et que je peux le plus facilement modulariser. En réfléchissant à la deuxième édition, je me dis souvent que je couperai sans doute des morceaux ou que je mettrai des morceaux carrément en option. Parce que c'est mon style de jeu maintenant, depuis qui a évolué en 10 ans. Ouais, je pense que ce serait ça. Juste parce que j'ai envie d'y mettre les mains à nouveau, probablement. Mais c'est un système super simple qui permet de faire pas mal de choses. En tout cas en Heroic Fantasy ou en Adventure Game, donc un peu plus mortel, un peu plus gritty. Il y a à peu près que ça qui m'intéresse à jouer, ou à mener en tout cas. Je jouerai à un peu tout, mais je préfère mener ce genre de jeu. Donc ouais, ce serait le jeu que je garderai dans ma poche. Comme toujours, j'ai moins travaillé cette année pour des raisons logistiques. Donc c'était cool, j'ai passé plus de temps à discuter, ou alors moins de temps à discuter avec ma conscience à l'arrière de ma tête qui dit tu devrais être à ton stand, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Tout le monde est là, ça fait 20 ans que moi je viens. J'ai l'impression qu'on se connaît tous, je crois qu'on se connaît tous, donc il y a un côté réunion de famille à chaque fois. On prend nos repas ensemble, on se tient au courant des projets les uns des autres, on pontifie, on refait le monde, rôliste en tout cas. C'est un super moment et en tant que public, j'ai l'impression que les gens sont super contents d'être là. Parce qu'il n'y a pas que du jeu, il y a un marché médiéval ou fantastique, il y a les concerts, il y a des auteurs de fantasy, il y a énormément de BD, quelques acteurs qui signent des autographes. C'est devenu l'incontournable du nord de l'Europe, j'ai l'impression, en 20 ans. 20e édition, ouais. Ouais. C'est pas la 20e édition, parce que pendant très longtemps, c'était tous les 2 ans, en alternance avec un festival médiéval qui se passait à Antibes. Mais après le Covid,
On a repris en 2023 et la pression, on a tous mis la pression sur les organisateurs en disant on ne peut pas faire ça tous les 2 ans, c'est pas possible. On en a manqué, ça nous a trop manqué pendant 3 ans et donc on est revenu en 2024, on est revenu cette année et on sera là l'année prochaine. J'espère que vous vous intéresserez à ce qu'on fait. Je sais pas, je connais pas ta chaîne pour l'instant. C'est très grave. Ouais, je sais, mais je vais m'assurer de m'y abonner vite. Donc je sais pas trop. Bon, je sais que tu as parlé d'Archipel plusieurs fois. J'aime bien avoir des retours sur les choses qu'on fait aussi, donc n'hésitez pas si vous, dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez des anecdotes sur des trucs que j'ai fait ou qu'on fait chez les Merry Mushmen ou ce qui vous est arrivé pendant vos aventures d'Archipel, n'hésitez pas à me le dire, je viendrai répondre. Et voilà, merci. Merci à toi. Alors, Trolls et légendes, c'est aussi énormément de tables de découverte, à peu près comme dans toutes les conventions de ce genre. Il y a plein de jeux que je connais pas, je me sens un petit peu vieux daron maintenant, mais en même temps, le but c'est de faire découvrir des nouveaux jeux, donc admettons que je les connaisse pas tous. Les gens sont concentrés. Je sais toujours pas comment on peut faire une partie de jeu de rôle dans de bonnes conditions, dans une convention comme ça, mais il y a des gens qui ont l'air de vraiment bien s'amuser et de passer du bon temps, et ça c'est le plus important. Voilà. Il y a aussi énormément de figurinistes, et puis des figurines genre un truc, mais pas à moitié quoi. Moi je pensais pas que les figurines... Bon, je m'étais intéressé un peu à l'impression 3D, mais franchement j'ai 2 trollés de retard sur la qualité des figurines qui sont aujourd'hui. Ça travaille dur, regardez. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Je me suis couché très très tard. 2h30 moi. Et en grande partie à cause de ce monsieur-là. Ah, à cause de Loïc. Coucou. Salut Loïc. Ouais. Non, moi je suis pas dans le même hôtel que mais c'était pareil, ça fait ça. Ça s'est pas couché le bonhomme. Ça a fait la fiesta. On va dire ça comme ça. Il travaille. Ouais, 100% ici je l'ai fait. J'étais justement en train de dire à mes auditeurs, je sais pas si on dit ça sur YouTube, que le monde de la figurine avait vraiment méchamment évolué ces dernières années. La qualité était incroyable maintenant. En fait, oui, parce que moi je suis plus ancien que tout cela. Moi je suis arrivé chez Confrontation par concours de peinture, etc. Mais moi c'était 2001, tous ces jours-là, on lit un peu mes articles dans les Ravage et autres. Et en fait, à l'époque, on voulait vraiment un peu la figurine et on avait comme référent Paul Bonheur, Adrian Smith, qui étaient des choses très très lisses, très clean, très colorées. Et donc on s'est au fur et à mesure. Et donc les petits qui veulent toujours faire mieux, finalement on se retrouve à une qualité excellente, géniale et c'est ce qui est bien, c'est ce qui nous dit encore, il y a encore du monde qui peut prendre la relève derrière, même si on va dire les tout jeunes, ils ont 35 ans, c'est plus des tout jeunes. Donc la qualité a énormément évolué. Les gens entre guillemets, dire quelque chose, se sortent les doigts pour faire des choses bien et si en même temps ça peut les sortir du quotidien qui est pas évident ces dernières années, c'est tout bien. C'est devrait presque rembourser par la suite. Je suis complètement d'accord. Un boîte de 6. C'est ça. Faut comprendre les personnes qui ont des boulots de merde et qui se disent je vais me détendre, je vais prendre une ou 2 heures, ce qui est déjà dur dans une journée de trouver 1 ou 2 heures. Donc faut pas trop les submerger en disant fais des techniques de fou avec des loupes et tout. Non, détends-toi, peins comme il plaît. Ça va te faire sortir, soit te remettre dans un but, soit sortir de cet univers un peu horrible du moment et tant qu'on leur donne les clés pour se sentir bien, moi je suis content. Et moi ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que je suis là déjà. 20 ans. Mais je suis pas connu parce que je ne dois pas être connu, parce que malheureusement j'ai la réflexion et je parle trop franchement. Maintenant on peut pas dire les choses franchement, on est obligé de lisser les choses.
Et voilà, je suis un enfant des années 80, mec. Pareil. Donc voilà, c'est compliqué à pas heurter les gens, alors que pour nous c'est naturel. Naturel de heurter les gens ou d'être franc? D'être franc, pour nous c'est naturel que maintenant on peut pas être franc. Donc en étant franc, on heurte les gens malheureusement. C'est dommage pour nos enfants qui vont être obligés de se restreindre à leur réflexion, à leur parler, à leur communication, parce qu'ils ont peur de heurter certaines personnes. Et donc les autres personnes eux-mêmes s'auto-censurent pour pas heurter, et finalement c'est pas eux, et ils deviennent lissés par la société et autres. Bon, j'étais punk, donc c'est pour ça que j'ai un peu une réflexion comme ça. Donc ouais. Donc, si je peux aider les gens à se sentir un peu mieux en sortant du quotidien et en s'évadant un peu, c'est la moindre des choses, quoi. Pour tenir, c'est peigner des figurines. Ouais, peigner des figurines, même autre, hein, pas que des figurines. Hein. Faites des décors, peignez un morceau de bois que vous trouvez dehors, sculptez un morceau de bois que vous allez dehors, prenez des morceaux de carton de la cagette, faites une petite cabane, pour vos gamins, pour qu'ils mettent ses jouets et ses légumes. En fait, créer, c'est l'évasion. Créer, c'est l'évasion. Si tu crées pas, tu restes dans un moule et tu fais comme tous les autres. Donc non, sortez, faites, créez. Bonjour. Comment se passe votre salon? Ça se passe très bien. Une très bonne première journée et le début de la deuxième est excellent. Et vous, comment ça va? Eh ben très bien, figurez-vous. Oui, C'est la première fois que je viens à Troll et Légendes. c'est vrai. Ouais. Je trouvais que c'est quand même très très sympa. C'est vrai. Moi, ça fait 4 ans que je viens ici en tant qu'exposant. Je venais en visiteur avant ça, mais ça a toujours été une bonne expérience. Vous avez fait les concerts Et non, Non. je suis allé papoter avec les VIP à l'hôtel. Ah oui. C'est tout aussi bien. Hein. C'est bien aussi. Ouais. Ils sont magnifiques vos figurines. Merci beaucoup. Donc là, invasif. Oui, voilà. Passion vivante, ça m'a Quel travail. Comment se passe ton Troll et Légendes cette année? Très très bien, mais j'ai plus de voix déjà. Tu vois déjà? Mais vraiment super. Ouais, très content, toujours très bien accueilli. Les gens sont vraiment sympas. Franchement, on passe un bon moment. C'est pour ça qu'on a envie de revenir en fait. C'est moi ou il y a un bon niveau de figurines là dans le coin là? Ouais, si, ouais. Ah, j'ai l'impression quand même que les... Il y a des belles choses, ouais. il y a des belles choses hein, quand même. Hein. Ouais. Je confirme. Et là, il y a le concours, il y a des belles choses à regarder en vitrine. C'est sympa. Alors, c'est vachement bien ce salon. C'est vachement bien. Et figurez-vous que j'ai un petit peu honte. Parce que le créateur du jeu de rôle Arg est là. Et vous savez à quel point je n'aime pas le jeu de rôle Arg. Donc je pense qu'il faut que j'aille lui faire un petit peu des excuses par rapport à ce que j'ai dit quand même. Voilà, on va faire ça. Ah bonjour. Ah, salut. Comment ça va? Ouais, ça va. Qui es-tu? Je suis Ancestral Geek. Oh, ça serait Alors, bien. je viens de faire mes excuses. Mais à quel sujet? Au sujet du jeu de rôle Arg. Ah, ouais. Qu'as-tu encore fait? J'aime pas ce jeu, c'est une horreur. Ah.
Bon, en même temps, il était écrit en 2003, Ouais. donc je te pardonne. C'est trop gentil. T'as quand même une actualité qui est sympa. Tu travailles sur quoi là, en ce moment? Eh bien, bon, ça va pas te plaire, c'est toujours dans le même monde. Ah ça me gêne pas. Ah, c'est toujours dans le même monde, dans le monde des trilunes. Moi, c'est absolument pas le monde qui m'a dérangé dans Arg. D'accord. C'est vraiment la totalité d'armes, etc. Je trouve que ça manquait justement le background, les règles bien mises d'un côté, puis après seulement les armes. Ouais, je comprends. Mais c'est pas du tout le monde. Le monde. Mais en fait, le souci, c'est que je suis un grand fan de Viollet-le-Duc et donc de l'encyclopédie médiévale et du pourquoi on a créé cette armure et du pourquoi on a créé cette arme. Et les guerriers avec des flamberges, ça m'a toujours fait bizarre en sachant que ça servait essentiellement à briser les forêts de piques qui s'avançaient. C'était pas fait pour allons-y, on va combattre les monstres. Bon, en même temps, ça n'existait pas, lui. Mais voilà. Mais c'est pour ça que j'avais fait plein d'armes. Voilà. Et alors, du coup, là, tu travailles sur quoi maintenant en ce moment? Sur ce qui t'a manqué dans Arg. Je travaille sur le background. Ouais. Voilà. Et là, je travaille sur l'Hurle. Depuis, je travaille depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que j'écris Hurle. Donc là, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Fin d'année, le tome 4, il est tout petit, c'est une carte postale. Voilà. Bon, voilà, et là j'ai vraiment travaillé En fait, le background existait, il était prévu d'en rajouter, mais c'est pas arrivé, c'était pas la bonne époque pour faire du jeu de rôle. Finalement, t'as peut-être eu une bonne intuition de patron de Méard, quelque part. C'est pour ça que je t'en veux pas. C'est adorable. Voilà. Mais, donc Hurle, c'est mes 40 ans passés à créer un univers et j'en ai fait une saga. Je l'ai construit comme une campagne de jeu de rôle. Et c'est vraiment vu au travers des personnages. Chaque chapitre, c'est un personnage. On voit au travers de ses yeux, on ressent ses sensations, un peu comme un joueur autour d'une table qui va ressentir les sensations de ce que le maître de jeu va lui donner. Voilà. Alors dis-moi, si tu as des gens qui souhaitent découvrir ce bouquin et qui aimeraient jeter un coup d'œil dessus, qu'est-ce que tu leur proposes? Et je leur propose de venir sur mon Ulule. Ouais. J'ai fait tout un système où ils peuvent s'abonner gratuitement. Donc méfiez-vous, sur Ulule il y a 2 abonnements, il y en a un à 2 €, mais il y en a un gratuit. Et sur cet abonnement gratuit, vous allez recevoir les 16, peut-être même 18 premiers chapitres, parce que plus il y a d'abonnés, plus je libère des chapitres. Et là, vous allez pouvoir découvrir gratuitement, vous les recevrez sur votre boîte mail, les premiers chapitres. En plus, vous aurez un code pour vous rentrer sur Discord. Et là, on peut même communiquer, vous saurez sur quel salon on est, voilà. Voilà, ce week-end-là, on a un week-end entre potes organisé dans un petit mois. Et 2 semaines après, c'est Octogone à Lyon. On en a parlé hier aussi, ouais. Octogone. Ouais, c'est le 24. C'est ça. Ouais. Comment ça se passe pour vous? Très bien, très bien. Et vous? Super. Vous avez pas un petit peu honte quand même d'attirer les gens avec des cookies? Absolument. Non, pas du tout. Comment ça, attirer les gens avec des cookies? Prenez-en un immédiatement. Non, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est dangereux. Tout se passe comme vous voulez, vous êtes content? Très très bien, ouais. Non, on s'amuse bien en plus, c'est un chouette salon, donc non, on est super heureux, vraiment. On vient d'arriver. Très bien. À l'instant? Oui, on vient d'arriver. Vous êtes des habitués de Trolls et Légendes? Non, c'est la première fois. ici. Ah, vous êtes surpris alors. On va voir. Ça commence bien. On va découvrir. Ben, je vous souhaite une belle visite. Merci. Donc voilà, sympa. J'ai passé un bon week-end. Je dois avouer que je suis un peu étonné. Je m'attendais à un truc plus dans le genre d'Octogone avec du jeu de rôle et du jeu de plateau, jeu de figurines, ce genre de choses.
Et en fait, non, voilà, Trolls et légendes, c'est ouvert à beaucoup plus la culture fantasy, mais sous d'autres formes que le jeu de rôle. Même si c'est très présent. Il y a des gens qui font pas de jeu de rôle qui sont éclatés tout le week-end ici. C'est super sympa. D'ailleurs, je pense qu'Olivier en parlera mieux que moi. On va lui donner la parole. Comment ça se passe? Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout se passe bien, oui. Voilà. Je te fais la version courte là. Mi-courte. Mi-courte, alors voilà. Disons qu'au départ, l'idée est née dans un festival de musique celtique, les Antinoises pour les citer. Et donc en 2004, on se retrouve là à avoir un espace dédié à la fantasy, dans lequel on va retrouver notre responsable bande dessinée, le responsable littérature, la musique, et on a un petit podium à ce moment-là, donc déjà pour présenter des petits groupes de musique, et tout ça dans un petit sous-chapiteau, ça occupe 300 mètres carrés. Et en fait, moi là j'ai quelques tables de jeu, je crois que j'ai 5-6 tables maximum. On avait invité aussi un groupe de GNistes, quoi. Et ça se passe très bien. Donc c'est un festival qui attirait à l'époque entre 15 et 20 000 personnes, donc on avait été très très vus. Et puis on s'est dit, mais on a énormément travaillé sur un tout petit espace. On pourrait imaginer de faire la même chose en beaucoup plus grand. Et donc l'année suivante, fin juin 2005, on se retrouve sur le parking des cinémas de Mons, ici, de l'Imagerie Mons, à présenter un festival complet dans lequel on va retrouver les mêmes thèmes qu'on avait retrouvés dans le pavillon. Donc, c'est-à-dire un espace bande dessinée pour des dédicaces, un espace littérature, des concerts sur 3 jours et déjà quelques exposants qui sont là, qui nous ont fait confiance. Et moi j'ai un premier espace jeu, quoi, à l'époque sur 100 mètres carrés, quoi. Et puis voilà, un parking, ça s'est très bien passé, mais un parking c'est pas très glamour. On s'est dit il faudrait qu'on aille peut-être dans un espace un peu plus pro, un peu plus pratique. Et donc on a décidé de venir ici, donc à quelques centaines de mètres des cinémas. Et on se retrouve donc ici à l'Imagerie Mons en 2007, alors à ce moment-là. Et tout de suite c'est le succès. C'est le succès. Les gens adhèrent complètement à notre idée. Donc, comme je dis toujours, un énorme barnum dans lequel on va retrouver les thèmes. Et donc moi j'ai la chance à ce moment-là de disposer d'une partie couverte sur 2000 mètres carrés. Et donc je peux, des quelques 20 tables que j'avais péniblement casées derrière un écran de cinéma, je me retrouve avec un espace où je peux mettre 200 tables, quoi. Et voilà, et donc le tout était... le salon était lancé, quoi. Et puis par la suite, on a fait une édition tous les 2 ans. Et donc on a fait, je me souviens plus exactement des chiffres, mais on a fait la première année 6 000 personnes, et puis on est assez vite passé à 10 000, 10, 13 000, et puis 18, etc. Jusqu'à atteindre un chiffre record en 2017 de 30 000 personnes. Et puis est arrivé le Covid. Évidemment, énormément de frustration pour tout le monde. Et donc nous, on a osé redémarrer le festival alors que beaucoup d'événements étaient annulés. Et à ce moment-là, on a décidé de passer en annuel, en édition annuelle, avec certains avantages à la clé, comme la possibilité de faire venir plus de gens, d'autres gens. Et il y avait énormément de frustration en le faisant tous les 2 ans. Si tu le ratais, tu devais attendre 4 ans avant de le retrouver. Ici, tous les ans, les gens
peuvent se permettre de rater l'édition. Ils savent que l'année prochaine, si leur calendrier le permet, ils viendront, quoi. Moi, je peux surtout te parler de ma partie, quoi. Disons que ce qui fait l'intérêt de notre partie, donc la partie du jeu, c'est de pouvoir présenter de manière quasi unique en Belgique autant d'éditeurs spécialisés, les boutiques spécialisées, une kyrielle d'invités prestigieux, donc des gens qui viennent de partout. À ça, on rajoute un concours de peinture et de sculpture de figurines. Il y a un espace ici derrière moi qui est dédié aux jeux de rôle, dans lequel qui nous permet de faire jouer 1200 personnes. À gauche, ça c'est une nouveauté, un pôle exclusif pour les éditeurs de figurines. Et puis derrière les tables de jeux de rôle, je reviens là-dessus, il y a un espace dédié éditeur jeux de rôle. Voilà. Pour l'année prochaine, c'est un peu tôt, il va falloir se poser et puis réfléchir, voir ce qui a amélioré. Mais voilà, il est très vraisemblable que je retourne à un événement consacré au jeu, en plus du Troll et Légendes, quoi. Mais ce serait pour l'année prochaine, quoi. Probablement fin de l'année prochaine. Voilà. Et donc on est en pleine discussion de voir ce qu'on va faire. Est-ce que je vais faire les deux? Est-ce que je vais me consacrer uniquement à un espace jeu? Je ne sais pas encore, quoi. À voir un petit peu avec l'organisation générale et leur intention, quoi. Voir s'ils veulent garder encore un espace jeu ici, quoi. Octogone, c'est un magnifique festival, mais qui est principalement dédié aux jeux. Ici, en fait, je dirais qu'on a un peu tous les métiers et que tout se complète. Donc tu peux avoir des publics différents et tu peux également avoir des gens qui sont passionnés par tout. Je pense qu'ils seront intéressés puisqu'ils peuvent aller à une exposition artistique où il y a plus de 150 œuvres. Ils peuvent aller faire de la dédicace BD si c'est leur trip. Il y a 70 auteurs en dédicace ce week-end. Il y a énormément de romanciers. Il y a surtout un marché qui est gigantesque, quoi, dans lequel on retrouve aussi des artisans qualifiés, quoi, et de belles choses. Donc, dans d'autres grands festivals, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et ce qui a fait la force, je crois, de notre salon, c'est le fait que ce n'était pas uniquement adressé aux spécialistes, mais que les familles sont vraiment les bienvenues. S'ils aiment le genre ou s'ils veulent le découvrir, peut-être que dans le coin, dans la région, c'est ce qu'il y a sûrement de mieux à faire, quoi, parce que c'est très... on voit beaucoup de choses concentrées en un seul endroit, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, on a la chance en Belgique d'avoir de grands salons et de grands festivals. Et on se distingue d'autres salons, comme par exemple un salon qui est dédié aux films fantastiques, ou des gens comme la Comic Con ou quoi, ils sont très... les autres sont plutôt spécialisés, nous on est vraiment... on touche à tout, quoi. C'est vraiment tous les aspects, quoi. Et c'est ça, je crois que c'est ça qui fait notre force, quoi. Donc quelqu'un qui vient ici, qui n'a aucune connaissance de base, peut trouver son plaisir. Si quelqu'un veut venir uniquement pour le cosplay, je pense qu'il va se régaler aussi. Voilà, bon. Ne fût-ce que pour boire un coup, manger, écouter de la musique, ou s'initier à une partie de jeux de société, voir un jeu de rôle. Voilà, je pense que les formats sont suffisamment courts
pour pouvoir faire beaucoup de choses et ne pas être bloqué des heures dans un endroit. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, ici, on a 6 plages horaires pour les jeux de rôle. Ben, on connaît des gens qui enchaînent tout et ils vont rester assis les 2 jours, quoi. Voilà. Mais il n'y a aucune interdiction, aucun complexe. Si on veut s'allonger dans l'herbe avec un verre d'hydromel, pourquoi pas, quoi, en mangeant une crêpe, quoi. Chacun son truc, quoi. On peut se costumer aussi parce qu'il y a pas mal on peut meubler sa maison, il y a plein de rôles en tout genre, quoi. Voilà. C'est le salon de toutes les fantaisies. Voilà, c'est un peu notre idée, quoi. Oui, j'ai même oublié de parler du pôle cinéma, quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à dire, quoi. Voilà. Voilà, alors ça, c'est le truc type que vous allez trouver ici. Des objets en cuir assez cool. Bon, évidemment, moi j'aimerais garder un petit peu d'argent sur mes comptes, donc je vais éviter de tout dépenser. Mais ouais, il y a pas mal de choses sympas, quoi. Un peu girly, il faut le dire, hein, mais il y a quand même des trucs assez sympas. Beaucoup d'impressions 3D en ce moment, hein, on va pas se cacher, c'est un peu la mode. Et puis, visiblement, des kilts aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, c'est un peu le hall qui me parle le moins parce que ça me parle pas trop le côté trop girly, quoique les cuirs sont cool et il y a des belles BD, des beaux romans. Hein. D'ailleurs, il y avait le droit, je vais aller le voir avec François Froideval, mais le droit a rendu les armes ce matin assez tôt, il est rentré. Et par conséquent, on n'a pas eu le temps de faire un petit interview avec lui, mais ça n'est que partie remise. Surtout que je sais où il habite maintenant. Ouais, je repasserai, ouais, je repasserai à nu. Non, je repasserai à nu. Paquet. Oh, il y a quand même des trucs... assez cool. Hein. Comme je vous disais, un costume. Coucou. Voilà. Ça, c'est quand même plutôt beau. Hein. J'espère que c'est pas quelqu'un qui a chopé du Temu ou du Alibaba. Je vais passer pour un guignol après. Allez, on va aller voir un petit peu l'expo. Parce qu'il y a une salle d'expo avec plein des tableaux. Avec des tableaux de dingue. Dont les œuvres de Loïc. Il y en a un peu le monde. Et hop, allons voir par là. Non, pas par là. Si c'est la salle d'expo. En vrai, vous n'avez même pas idée de la taille du truc. On peut faire une promenade comme ça, mais ça fait partie de ces salons où vous ne savez pas où donner de la tête. Voilà. Bon, sans compter que j'ai passé une bonne partie de la journée à parler avec Froideval et Yann Livingstone.
de la musique, il y a de la musique. Une des particularités de ce salon, c'est qu'il y a un marché de dingue. Il y a beaucoup de stands d'artisans et de créativité un peu partout. Alors je vous emmène voir ça, là, vous allez voir. C'est Top Moumout. Tout petit. Tiens, je n'ai même pas mis les pieds là du week-end. Je le découvre en même temps que vous. Allez, c'est parti. En plus, il y a des glaces à l'italienne. Oh là là. Truc de dingue. Comment ça va, madame? Bonjour. Ça va super. Comment s'est passé votre salon? Très bien. Très bien? Ouais, parfait. Il y a eu du chaland un petit peu? Un petit peu. Après, on a eu la pluie ce matin, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. On a toujours eu des curieux et puis des courageux. Hein. Et là, c'est l'heure de remballer. C'est l'heure de remballer. Ça fait longtemps que vous venez à Trolley-les-Jambes? La première. C'est la première? Et du coup, vous auriez envie de revenir? Je reviens, c'est sûr. C'est avec Sarah. Je lui dis, je suis là l'année prochaine. Gratte. Ah, la corne pour picoler. Celle-là, j'ai trop vu au Wetfest. Gravure sur bois, sculpture sur bois. Alors évidemment, on est sur de l'artisanat type fantasy. Hein. Ça, c'est joli tout plein, ça. Ça, c'est joli tout plein, ça. Regarde un petit peu mieux là. Oh, comme c'est beau, ça. Ça, c'est des couvertures en cuir pour des bouquins. Faut que je m'enfuis avant que j'ai plus de sous. Wow. Au moins, ça, c'est pas... Bonjour. Ça va? Fatiguée. Yep. Évidemment. Ami vegan fuyé. Là, pour le coup, je vais pas cautionner ça, même si je suis pas moi-même vegan. Un pot de bête. Oui. Fred va le chercher des cannes pour changer la sienne, mais je suis pas certain que celle-ci fasse l'affaire. Et qu'elle soit super cool. C'est le deuxième plus ancien de la boîte. Je suis parti et le plus ancien part. C'est Colline qui la parle. Ça tape dans le vide. 8 moins 2, 6. Ça tape dans le vide. J'aurais pu au départ c'était bonjour.
Salut Xavier, c'est pas la première fois qu'on se croise. Non, c'est pas la première fois et content de te trouver ici. Ouais, toujours content. Ouais. Donc voilà, on est à Trolls et Légendes. Ouais. Et voilà, tu présentes encore d'autres petits jeux. Je continue à présenter Les Miaulements d'Ultar et Caravane qui vit sa vie. Ouais. Et content d'être en Belgique. Ouais, j'adore cette combe. Les Belges, ils sont très très sympas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en particulier par rapport aux autres? Par rapport à Octogone, je pourrais le comparer à Octogone. En fait, les Belges, ils sont accueillants. C'est incroyable. Hier, vendredi soir, on a été dans une assos, on a l'impression que c'était notre assos. Et ça discute très facilement. Ouais, j'ai vraiment ce côté familial, sympa. Ouais, avec plaisir que je viens ici. Comment se passe ta campagne de financement des Miaulements d'Ultar? Tout se passe bien comme tu as envie? Ouais, la campagne a été très bonne. Il y a eu un accueil incroyable. Là, elle est terminée. Maintenant, elle est en Let's Pledge jusqu'au lancement du Monde Impression. Mais en fait, j'ai découvert des gens à travers les chats qui voulaient découvrir le jeu de rôle. Et ça, c'est de faire des parties avec toute la famille, enfants, parents et des fois grands-parents. Ouais, c'est une petite saveur. Ouais. Et donc, il y a quelques jeux sur les chats actuellement. Ouais. Cats qui est très très bien, qui a une direction artistique incroyable. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens pour leur expliquer en quoi le tien est différent? Moi, je vais plutôt dire pour le vieux briscard, qui a dans sa bibliothèque des tonnes de kilos de Lovecraft, comme moi. J'ai pas envie d'un énième univers, c'est bon, j'ai plus de place. Par contre, un supplément qui vient se glisser, qui permet de recycler ces vieux scénarios, ça c'est différent. De pouvoir donner un aspect du jeu où tu vas alterner investigateur, chat, en mettant une espèce d'illusion d'ignorance de la présence des chats, c'est vachement intéressant parce que tu peux faire de l'offensif avec tes investigateurs et faire de l'infiltration avec tes chats. Ouais. Et ça, c'est un petit jeu différent dans un univers qu'on connaît. Pour plein de gens qui ne connaissent pas très bien Lovecraft, c'est pas des simples chats quand même. Ah non, ils viennent de la contrée du rêve. Lovecraft a écrit une nouvelle qui est incroyable. Cette nouvelle est toute petite, elle fait quelques pages, mais en fait elle existe dans le monde en fait, partout. Il y a des gens qui ont des tatouages des chats d'Ultar alors qu'ils ne connaissent pas Lovecraft. Et en fait ces chats qui viennent d'Ultar, et à Ultar il n'y a qu'une règle à respecter. On ne blesse pas ou on ne tue pas un chat. Ça c'est la nouvelle. Et on est ces fameux chats qui sont devenus des gardiens, qui vénèrent Bast, que Lovecraft a aussi décrite. Et Bast, elle envoie ses gardiens pour empêcher des catastrophes dans le monde. Et c'est là qu'on raccroche avec les investigateurs. Ouais. Donc, t'es allé voir un petit peu ce qui se faisait à côté là dans le salon? Ouais, j'adore flâner. C'est très inspirant. Toute la création, ça donne des idées de scénarios, de lieux. Et on trouve des chats d'Ultar. Des fois, à des endroits, dans des goodies. et ils font des t-shirts d'Ultar alors qu'ils ne connaissent pas Lovecraft. Et j'aime bien tout ça. Ouais, donc voilà, par rapport à ta question, voilà, moi je m'adosse à un univers sérieux. Voilà, c'est un jeu, on peut le jouer pulp, on peut le jouer loufoque, on peut jouer tout ça, mais je vous propose de réutiliser, ou pas, parce que je mets aussi des scénarios, mais des scénarios qu'on a dans sa bibliothèque, pour faire de l'enquête. On peut aussi jouer très dark. Très sérieux, très dark. Ouais, très dark. Je propose 3 types de jeux dedans, je décris, le pulp, parce que quand tu joues des chats, facilement ça griffe, ça court, ça monte. Mais je peux aussi du Serious Cat que j'appelle, où là tu vas changer un petit peu les règles, où les pouvoirs sont plus durs à lancer, où les dégâts vont être plus durs à absorber, etc. Et donc on va baisser un peu la facilité pour arriver dans du sérieux. Voilà, de l'horreur peut-être même. J'ai eu des parties, pas en convention, il y a trop de bruit, mais chez moi, avec quelques bougies, on parlait moins fort. Quand tu rentrais dans un lieu, les chats, c'est un coup de pelle qu'on te fait sortir dans les années 20. Donc il fallait y aller doucement. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans cette édition de Trolls? En fait, c'est revoir des potes du moment. Voilà. Des gens comme toi, on s'est croisés l'année dernière pour de vrai à Octogone. Ouais, c'est sympa de se recroiser. Tu vois. On a des potes de circonstances où on se voit que dans des événements sur une passion commune. Et ça, c'est bien. Ouais, j'adore. C'est le côté que j'adore dans les conventions, dans les refaire. Voilà. Puis voir des gens qui ont acheté tes jeux d'avant, qui te demandent des choses. Vendredi, j'ai rencontré une fille qui a plus de matériel que moi sur les Miaulements d'Ultar. Elle a fait en pâte fimo les PJ des pré-tirés.
C'est incroyable, ça c'est excellent. Voilà, j'adore ça. C'est ce côté un peu fun qui me plaît. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui sont jamais venus ici? Bah, venez voir. Venez voir des gens déguisés, costumés. Venez voir des auteurs, des auteurs qui gribouillent dans un coin, mais qui font des trucs de quali. Les auteurs sont accessibles dans le jeu de rôle. Le roman aussi. Ici, c'est assez accessible par rapport à d'autres conventions. C'est l'accessibilité. Ouais. Et venez manger avec nous le soir. Ça marche, c'est cool. Donc ouais, c'est ce côté-là qui est... J'aime bien, ouais. C'est super. Bah ouais, non, mais des bonnes rencontres. La bonne énergie, de la bonne rencontre. Voilà, donc Trolls et Légendes, c'est 1200 places assises pour faire du jeu de rôle. 1200 places assises. Ça picote un petit peu quand même. Et c'est vachement large comme type de salon. C'est pas du tout limité à du jeu de rôle ou du jeu de plateau. Contrairement à Octogone, par exemple, vous avez des auteurs déjà un peu plus dans la mouvance de la Geek Convention. Vous allez avoir des auteurs, des acteurs, des dessinateurs, donc des romanciers, des gens dans la BD, des peintres de figurines. C'est la fantaisie dans un moyen beaucoup plus large, hein, si vous voulez. Et il y a une grosse culture cosplay. Vous allez croiser des mecs déguisés tous les 30 cm en fait. Il y a un gars sur 2 qui est en costume. Voilà. Il y a aussi, j'en profite un peu, il y a un peu moins de monde. Il y a aussi une offre de jeux assez dingue. Bon, un peu dans le genre l'Octogone aussi, mais quand même, il y a quand même des trucs assez sympas. La folie en ce moment, c'est les dés. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. En ce moment, la folie, c'est les dés de toutes les couleurs, les porte-dés, les tours à dés, les boîtes à dés qui font tour à dés pour des dés spécifiques, les dés qui sont pas des dés, qui sont des trucs où on tourne. Voilà, ça c'est la grande folie du moment. Là, je rentre un petit peu dans le salon roman. Un peu moins macam, ça c'est vrai, mais comme une offre fantasy assez folle. Il y a 70 auteurs à rencontrer cette année. C'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien du tout. Tiens, allez, on va voir là. Vous entendez le bruit là? Ça, c'est une des particularités de Trolls et Légendes, c'est que il y a tout le temps de la musique et des groupes qui déambulent et tout. Il y a des concerts le soir. C'est un truc de dingue. Tiens, regardez ça. C'est pas le mien. Ouais, vas-y, mollo mon pote. Hein. Alors évidemment, on est en Belgique, donc il y a de la bière. La cuvée des trolls, entre autres, ici. Et il y a aussi du saucisson auvergnat, je sais pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Et puis des gâteaux cuits, des nougateries, des confiseries, des trucs en bois, en cuir, en or, enfin des bijoux, des choses comme ça, tout dans le style fantasy que nous aimons tous, voilà. Et qui nous plaît tant. C'est quand même assez difficile d'en faire le tour en 2 jours, que le festival commence le premier vendredi soir pour les concerts, mais dure 2 jours en vrai, et 2 jours pour 70 auteurs, 15 jeux de rôle présentés, 25 jeux de plateau, des créateurs de figurines, des concerts, des dédicaces, des acteurs à rencontrer. C'est tout simplement juste trop court. C'est juste pas possible de gérer tout ça, on doit faire des choix quoi. Mais en même temps, tout le monde y trouve un peu sa cam. C'est assez sympa. C'est assez sympa, faut dire. Voilà, il y a aussi des espaces très nettement boostify, comme à peu près toutes les conventions qui se respectent. Voilà. Et puis bizarrement,
Les halls vont être gigantesques, le son est bien maîtrisé. On n'est pas dans le hangar à patates avec la résonance de tous les côtés, et ça c'est plutôt bien quand même. Bon, évidemment, si vous êtes fan d'armure en cuir, il y a ce qu'il faut. Hop, ça s'arrête jamais en fait. Hein. Ça s'arrête jamais. On est dans le grand hall. Et comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, il y a des expos partout. Partout. Voilà. Que d'expos. Je peux pas faire 3 bêtes sans croiser un elfe ou un pirate. Voire même des pirates elfes. Alors, comme toutes les conventions, elles sont pas exemptes de défauts. Ici, le principal problème, c'est les toilettes. C'est-à-dire que ici, aller aux toilettes, c'est long. Je vais pas traverser la file, ils vont me mettre des coups de pioche. Et voilà, on va aller un petit peu par là. Je suis filmé de très près. Non, je peux plus le prendre encore. Mais l'objet est moins impressionnant que là. Oui, mais au bout de ça pèse un peu. Comment ça va? Ça va bien. Ça commence à tirer sur la fin? Ouais, bon, on est en famille, alors en plus on a un double effet fatigue. Avec le petit bébé, et ça va. Alors, franchement, on est bien. Trop top. Voilà, tout le monde a un petit peu des poches sous les yeux à cette heure-ci. Troll se termine. Excellente expérience pour moi, vraiment, je vous le conseille. C'est une convention comme on en voit rarement, qui est grande mais d'une simplicité et d'un accueil incroyable. C'est-à-dire que tout est convivial. Voilà. Même une relation avec des gens comme Yann Livingston se fait dans la simplicité. Et donc, je vais laisser la parole à un ami que je me suis fait sur place, un ami sympa, un ami dynamique, qui conclura cette vidéo avec ses mots à lui. Est-ce que tu dirais à des garçons de ton âge ou à des filles de ton âge de venir à Troll? Oui. Pourquoi? Parce que c'est amusant. En fait, on ne peut pas manger parce qu'ils ne nous ont pas donné les bracelets. Et aussi, j'ai fait un dessin sur la table, il n'était pas mis. Et tu m'as pas plu. Que trop c'est fini. Voilà, c'est fini.